Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire Michel Creusot, Cabinet Martin, au sujet de l'actualité fiscale et donc plus précisément de la loi de finances 2022. Je me présente brièvement, Joanne Pelletier, je suis manager des sites d'Angerville et de Pithiviers et accessoirement responsable du pôle conseil au sein du cabinet. Donc je suis, on va dire, le spécialiste de l'évaluation d'entreprise, de la transmission, des bilans retraite, etc. Donc, je peux intervenir sur vos dossiers éventuellement. Et donc, je vais co-animer ce webinaire avec David Chichery, qui est manager expert comptable sur les sites de Main-sur-Loire et d'Orléans. Voilà, donc une actualité fiscale qui... on va essayer de faire défiler les diapos, ça ne marche pas alors. Donc, qui sont axés sur la fiscalité et des particuliers et des entreprises. Et puis donc, on fera un petit focus. Ça ne fonctionne toujours pas. Je ne peux pas vous défiler les diapos. Ça y est. Ça a l'air de fonctionner. C'est bon, c'est parti. Voilà, donc le programme. Premier temps, on va s'arrêter sur les nouveautés en termes de fiscalité personnelle, fiscalité des particuliers. Ensuite, donc, on passera en revue les nouveautés en termes de fiscalité des entreprises. On fera un petit focus sur la facture électronique en fin de présentation. Et puis, David vous présentera les nouveautés en termes de contrôle fiscal pour terminer. Au niveau de l'organisation, donc pour une petite heure, je pense, vous êtes normalement tous avec un micro qui est coupé, qui est désactivé. S'il y a des questions au sujet des différents thèmes qu'on va aborder, vous pouvez utiliser le chat qui est présent dans Teams. Et puis donc, on a notre intendante Laure qui est pas loin et qui nous relaiera ces questions. Donc, vous pouvez le faire au fur et à mesure des thèmes qui seront abordés et on pourra y répondre et puis on y reviendra à la fin si besoin. Donc, on commence. Ça marche toujours pas, Laure. Après, on peut le faire de tête, mais ça marche pas. Ça y est. Donc, on commence par la fiscalité personnelle. Et donc, la première chose, comme chaque année, donc on a eu le barème de l'impôt sur le revenu qui a été réévalué. Les différentes tranches ont été revalorisées de 1,4%. Ça concerne évidemment l'impôt sur les revenus 2021, qui sera liquidé en 2022 au titre de la déclaration qui sera faite en mai-juin 2022. Donc le barème a été rehaussé et puis ça va de pair. Les seuils et les limites associées, le plafonnement des effets du quotient familial, les décotes, toutes les réductions liées au titre de certaines charges de famille. Tout ça, ça a été revalorisé également dans les mêmes proportions. Donc, à titre d'exemple, le plafond du quotient familial, il est passé de 1 570 € à 1 592. Donc, on vous remet le barème qui est applicable sur les revenus 2021. Pour une part, évidemment. Donc, les revenus qui n'excèdent pas 10 225 € ne sont pas taxés. Et puis ensuite, on a la première tranche, soumise au taux de 11%. Le barème, il est progressif, donc plus les revenus montent et plus le taux augmente. Donc voilà, on retrouve notre tranche de 10 000 à 26 000 qui est taxée à 11%. Et puis ensuite, les tranches à 30, 41, 45. Les taux n'ont pas évolué. L'an passé, ils avaient bougé puisque la tranche à 11, précédemment en 2019, était taxée à 14 et le barème avait légèrement été modifié. Concernant, on rappelle, il y a toujours la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui est, elle, inchangée, qui représente 3% des revenus, dès lors que le revenu est supérieur à 250 000 et inférieur à 500 000. Et puis au-delà, c'est 4% de contribution exceptionnelle et ça n'a pas été réévalué, ça ne bouge pas. Autre mesure significative, qui s'appliquera, on va dire, sur des cas un peu exceptionnels, mais il y avait depuis quelques années en fait des divergences concernant le traitement des revenus exceptionnels en cas de déficit global au niveau des revenus ordinaires. Donc divergence entre l'administration et la jurisprudence sur ce traitement du déficit. Et donc là, la loi de finances 2022, en fait, elle nous apporte la confirmation que c'est effectivement la doctrine administrative qui s'applique.
On va voir un exemple, puisque comme ça, dit comme ça, c'est compliqué de le comprendre, mais la loi, en fait, elle valide le fait que dans la première étape de calcul, le déficit, il vient s'imputer sur les revenus exceptionnels avant, en fait, l'application du coefficient de 4 pour le calcul du quotient. Donc, ça a un impact financier, ça peut avoir des impacts financiers importants. Et cette nouveauté, enfin, ou en tout cas cette mesure, entrera en vigueur dès les revenus 2021 pour la déclaration à déposer en mai 2022. Donc, ce fameux exemple, pour comprendre de quoi il s'agit et de quoi on parle. Donc, au niveau des revenus du contribuable, si on prend un exemple, le revenu ordinaire, il est de 40 000 euros. On a un revenu exceptionnel de 80 000 euros. Ça peut être une indemnité de départ en retraite, par exemple. Et on a un déficit foncier de 54 000. Donc, dans la précédente mesure, la règle précédemment, on calculait le déficit ordinaire, donc qui était de 40 000, moins l'abattement de 10% pour les frais professionnels, et on retirait les 54 000 euros de déficit foncier, ce qui faisait un déficit, on va dire, normal, ordinaire, de 18 000 euros. Le calcul donc du quotient sur les revenus exceptionnels, on prenait nos fameux 80 000 euros, on retirait les 10% d'abattement forfaitaire et on divisait par 4, ce qui nous donnait un revenu exceptionnel soumis au quotient de 18 000. Et puis ensuite, on faisait 18 000 de déficit ordinaire plus 18 000 de quotient au niveau du revenu exceptionnel, ça nous faisait 0 et donc impôt 0. Et désormais, le calcul il se fait plus dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va avoir notre même déficit ordinaire, donc 18 000 euros, qui nous donne un impôt de 0. Et puis ensuite, sur les revenus exceptionnels, donc on va appliquer donc nos 90% sur nos 80 000, donc 72 000. Et à ça, on va retirer, avant de diviser par 4, on va retirer nos 18 000 euros de déficit ordinaire, ce qui nous fait un résultat un revenu exceptionnel net de 54 000. Et c'est ces fameux 54 000 qu'on va diviser par 4 et qui sera multiplié par l'impôt. Donc là, dans l'exemple, ça fait 871 euros d'impôt chaque année. Par 4 années, ça déclenche 3 484 euros d'impôt. Donc, on a un impôt global de 3 484 sur ces revenus exceptionnels et 0 sur les revenus ordinaires. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait le même traitement et les mêmes incidences. Et je trouve qu'on le comprend mieux comme ça avec l'exemple. Donc, je pense que c'était important de l'expliquer. Autre changement donc concernant le dispositif loué abordable, dispositif COS. Donc la déduction, elle est désormais transformée en réduction d'impôt. Donc l'ancien dispositif en fait prévoyait une déduction forfaitaire proportionnelle, on va dire, sur les revenus bruts fonciers, donc sur le montant des loyers donc perceviez de ces locations. Et c'était, ça venait en déduction de vos revenus fonciers, dès lors qu'effectivement, il y avait une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat. Le nouveau dispositif, qui est donc applicable à partir des revenus 2022, donc pas 2021, l'année prochaine, 2022, donc pour la déclaration de mai 2023, donc pour les conventionnements signés à partir du 1er mars 2022. Donc c'est pareil, là les mois de janvier, février ne comptent pas. Et le taux du crédit d'impôt, du coup, il est de 15 à 65, là où la déduction, elle est de 15 à 85 au préalable. Donc, le dispositif, en quoi il consistait? Donc, il fallait, pour pouvoir en bénéficier, donc signer une convention avec l'ANA pour une durée de 6 à 9 ans. Il s'agissait de louer un logement nu à usage d'habitation principale. Les loyers et les ressources devaient être inférieurs à des plafonds qui sont fixés par décret. Et la location, évidemment, il faudrait qu'elle soit conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant, ce serait trop facile. Les personnes concernées donc par ce dispositif, c'est toute personne propriétaire, personne physique ou associée d'une SCI annuaire, transparente fiscalement, et donc domiciliée en France également. Donc les logements concernés doivent aussi respecter un niveau de performance énergétique global arrêté par un arrêté. Le calcul, donc comment il se fait? Donc on applique sur le montant des loyers bruts un taux qui va varier en fonction du secteur, secteur intermédiaire, secteur social, secteur très social, c'est fonction des revenus des locataires. Et puis donc on a des taux qui sont soit de droit commun, donc plutôt ou 15 ou 35%. Et puis après il y a un dispositif de location solidaire
où on va louer finalement à une association qui va sous-louer à des familles en difficulté. Et donc là, les taux sont un petit peu différents. Donc voilà, donc on prend le loyer, on applique ces taux-là. Et puis si on est dans une SCI avec plusieurs associés, bah, chacun en fait a sa quote-part de crédit d'impôt qui reportera sur sa déclaration de revenus. Voilà, je passe la parole à David qui va faire le point sur tout ce qui est reconduction de crédit d'impôt, etc. Alors, concernant les réductions et la reconduction des dispositifs, en fait, la loi de finances pour 2022 se contente de reprendre un certain nombre de mesures existantes et de les proroger. Donc, ça va être vrai pour toutes les réductions que vous voyez à l'écran, à savoir la réduction pour souscription capital des sociétés de presse, qui est reportée et reconduite jusqu'au 31/12/2024. Ça vaut également pour tout ce qui touche à la réduction d'impôt Censi-Bouvard, je vous le rappelle, qui concerne les locations meublées. Et donc, tous les investissements qui sont faits jusqu'au 31/12/2022 vont être possiblement rattachés au dispositif de réduction d'impôt Censi-Bouvard si vous remplissez les conditions d'éligibilité. On va également avoir tout ce qui est lié à la réduction d'impôt de Normandie, qui concerne les travaux de transformation de locaux en logements. Et le taux, notamment sur ce crédit, cette réduction d'impôt est lié à la durée de détention et l'engagement en fait que vous avez sur le bail, donc 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Donc là aussi, on a une prorogation du dispositif jusqu'au 31/12/2023. De la même manière, la réduction d'impôt à 75% pour certains dons, alors c'est les associations pour les aides aux plus démunis, hein, c'est ce qu'on appelait l'aide Coluche, l'amendement Coluche. Là, c'est reconductible jusqu'au 31/12/2023 et en fait, c'est le plafond qui est limité à 1 000 € qui avait été augmenté et qui est donc reconduit jusqu'au 31/12/2023. Il y a également la reconduction de tout ce qui va concerner les dons aux organismes de lutte contre les violences conjugales, qui est reporté jusqu'au 31/12/2022. Et puis un autre dispositif qui est la réduction d'impôt Pinel, qui était un dispositif de test, on va dire, qui lui va être prorogé au niveau donc des investissements Pinel en Bretagne et qui va être prorogé jusqu'au 31/12/2024. Alors, autre mesure, comme beaucoup de mesures d'ailleurs dans la loi de finances, c'est lié à la jurisprudence. Et là, ce qui va toucher à l'emploi d'un salarié à domicile, la loi va venir préciser ce que la jurisprudence, et notamment une décision du Conseil d'État, avait infirmé. Et donc, les textes ont été modifiés, corrigés pour sécuriser finalement le recours d'un emploi d'un salarié à domicile, et notamment lorsque les prestations sont effectuées hors du domicile du contribuable. Donc là, le texte de la loi de finances vise à graver en fait dans le marbre un certain nombre de prestations qui vont être considérées comme rendues à domicile du contribuable lorsqu'ils vont être compris dans un ensemble de services. Donc on a repris les principaux services qui pouvaient donner lieu à une interprétation et une divergence dans le cadre de l'application de la prestation et donc du bénéfice de l'emploi d'un salarié à domicile, ce qui fait que l'accompagnement d'enfants sur le trajet de l'école, ça peut effectivement être considéré dans le cadre de l'emploi d'un salarié à domicile. Et vous allez voir également tout ce qui est accompagnement des personnes âgées, les prestations de conduite du véhicule personnel, les livraisons de repas à domicile, collecte et livraison à domicile du linge repassé, livraison de courses à domicile et aussi toutes les prestations de téléassistance et visio-assistance. Parce que finalement, même si la personne, le téléopérateur est bien lui à distance, il s'occupe bien de ce qui se passe à l'intérieur d'un domicile. Et donc tout ça a été sécurisé par la loi de manière à ce qu'il n'y ait plus de doute sur le recours à ce type de prestation dans le cadre du dispositif emploi d'un salarié à domicile. Il y a des questions ? Non, question. Alors, dans le même ordre d'idée, la loi va venir confirmer les sous-plafonds, c'est-à-dire qu'on a un plafond d'ensemble pour le recours d'un emploi salarié à domicile, et à l'intérieur de ça, en fonction de la catégorie de services qui va être utilisé, on sait on ne pourra pas dépasser certains sous-plafonds. Donc, on a un sous-plafond pour les travaux de bricolage dit homme toute main à 500 €. Tout ce qui va être lié à l'assistance informatique, Internet à domicile est plafonné à 3 000 € et travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 €. Donc là, on ne peut pas dépasser à l'intérieur de cette catégorie ces montants-là pour bénéficier du crédit d'impôt.
Alors, il y a un autre dispositif qui va être mis en place sous forme d'expérimentation. C'est en fait que le crédit d'impôt dont on bénéficie aujourd'hui, jusqu'à l'an dernier, il y avait un compte qui était versé en début d'année, puis ensuite, lié à la déclaration définitive, il y avait un ajustement, soit on complétait le versement, soit on venait en diminution si la compte avait été supérieure au montant du crédit d'impôt. À compter du 1er janvier 2022, donc du mois de janvier 2022, tous ceux qui ont recours à la plateforme CESU vont pouvoir bénéficier au fur et à mesure en fait, du versement en temps réel du crédit d'impôt. Et puis à partir du mois d'avril 2022, c'est pour les entreprises prestataires qui pourront également faire bénéficier aux personnes du crédit d'impôt en direct. La seule plateforme qui pour l'instant n'est pas concernée, c'est la plateforme Page Emploi qui ne permettra pas d'obtenir la restitution du crédit d'impôt calculé en fait sur le montant que vous avez versé au cours de la période. Donc c'est un dispositif expérimental. En principe, il va être généralisé si ça fonctionne bien, et ce qui permettra d'avoir une réalité entre le montant versé pour la prestation et la restitution du crédit d'impôt auquel vous avez droit en direct. Il n'y a plus de décalage du tout entre le moment du versement et puis la restitution du crédit d'impôt, où souvent il y avait un décalage de quasiment 1 an finalement, le moment où vous payez la prestation et puis vous faites rembourser le crédit d'impôt. Alors, toujours dans la partie crédit d'impôt, il avait été mis en place un crédit d'impôt pour le premier abonnement presse. Ce crédit d'impôt est toujours d'actualité. Il est reconduit en fait jusqu'au 31 décembre 2023. En revanche, il y a une condition de ressources qui a été mise en place là pour les abonnements qui seront pris, les premiers abonnements qui seront pris en 2022. Et en fait, la condition de ressources est 24 000 € de revenu fiscal par part du quotient pour l'année N-2, l'avant-dernière année d'imposition. Cette nouvelle disposition pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Alors, au niveau des traitements et salaires, il y a une mesure qui a été mise en place qui concerne la défiscalisation temporaire des pourboires. Donc là, c'est un dispositif qui va s'appliquer à tout ce qui est pourboire attribué par le client, donc pour le service au salarié ou à l'employeur. Et évidemment, quand c'est versé à l'employeur, c'est pour être versé au salarié. Et on parle de tout ce qui va se passer pour les années 2022 et 2023. Il y a des conditions d'application, c'est-à-dire qu'en gros, pour bénéficier de cette défiscalisation, les personnes qui peuvent en bénéficier doivent avoir une rémunération qui est inférieure à 1,6 fois le SMIC. Et dans ces cas-là, il y a une exonération d'impôt sur le revenu dès lors, et de même une exonération de charges sociales. Donc c'est totalement défiscalisé et ça échappe à toute charge sociale. Donc évidemment, ça peut prêter à sourire dans la mesure où avant, on ne sait pas si c'était exactement fiscalisé ou en tout cas soumis à charge sociale. Là, à partir du moment où c'est déclaré, eh bien, ce sera totalement exonéré pour les personnes qui toucheront moins de 1,6 fois le SMIC chaque mois en termes de salaire. Alors là, c'est vraiment une mesure technique. On a, pour les déclarations des rentes viagères, il y avait en fait un double mécanisme de déclaration. On pouvait avoir 2 canaux qui étaient utilisés pour déclarer la même chose. Et donc, le texte vise simplement à simplifier et à supprimer en fait une des 2 obligations. Et aujourd'hui, on aura, en tout cas à partir du 1er janvier 2023, on n'aura plus qu'une seule déclaration qui sera une déclaration mensuelle qui s'appelle la déclaration Passereau, qui sera souscrite donc chaque mois et qui sera la seule obligation en termes de déclaration des rentes viagères. Donc c'est une simplification pour éviter qu'il y ait 2 tuyaux, éventuellement une déclaration, une prise en compte et un doublement de tout ce qui est lié prélèvement à la source. Alors, mesure concernant la plus-value des particuliers et la notion de gain de cession d'actifs numériques. Donc, on a de plus en plus d'opérations qui sont possibles à travers des actifs numériques, que ce soit via des monnaies virtuelles ou toute autre opération. Et donc, en fait, là, il y a 2 choses qui vont être modifiées, ou en tout cas confirmées. D'abord, le fait que les dispositions applicables au traitement des plus-values, c'est d'abord celles relatives aux opérations de bourse. En clair, c'est comme les plus-values que vous faites pour des cessions de titres. Ça, c'est règle générale. Donc, les imprimés seront les mêmes et les conditions d'imposition seront exactement les mêmes. En revanche, si vous êtes réputé faire des cessions d'actifs numériques comme un professionnel,
alors le traitement sera différent. Il ne sera plus aligné sur le traitement des plus et moins-values des particuliers, mais il sera en revanche lié à l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et en fait, le caractère professionnel sera déterminé si les frais de transaction préférentiels sont appliqués lorsque le contribuable réalise un certain volume d'actifs numériques, par exemple. Donc en gros, si on peut être reconnu comme étant professionnel dans le cadre de ces plus et moins-values. Donc, il faut faire beaucoup de transactions et finalement, on en dégage peut-être un revenu suffisamment significatif. La règle applicable, ce ne sera pas celle des particuliers, mais ce sera celle d'une activité professionnelle et ce sera traité dans la catégorie des BNC. Voilà. Donc, c'est une évolution pour tenir compte simplement de cette nouvelle manière de traiter des actifs numériques sous forme d'acquisition-cession répétée et donc de plus ou moins-values qui peuvent se réaliser au travers de ces actifs. Voilà pour ce chapitre fiscalité personnelle et je te redonne la main. Donc on va maintenant passer à la fiscalité des entreprises avec tout un panel de mesures qui ont été effectivement prises, dont certaines plus prises dans le contexte Covid, on va dire, de la crise sanitaire. Donc, première chose, sa mesure importante, les entreprises donc, qui vont reprendre un fonds de commerce entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, je vais retirer mon masque, auront la possibilité en fait d'amortir le fonds commercial qu'ils vont acquérir, chose qui était jusqu'à présent pas possible, au moins fiscalement, puisqu'il était rendu possible donc d'amortir comptablement un fonds de commerce sur une durée de 10 ans ou une durée d'utilisation prévisible dernièrement, mais fiscalement rien n'était déductible, absolument pas. Et là, voilà, temporairement, donc on pourra, pour faciliter en fait la transmission d'entreprise dans ce contexte, il y aura possibilité d'amortir ces fonds et de déduire du coup cette quote-part d'amortissement. Dans le cas donc si on applique cette règle-là, évidemment, les provisions éventuelles qui auront été passées pour la dépréciation du même fonds de commerce, elles devront être réintégrées fiscalement. Deuxième chose, pour les indépendants, pour les chefs d'entreprise qui sont en BNC essentiellement, il y aura donc possibilité de racheter des trimestres pour la retraite. Donc sur la période 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026. Et ça, en fait, ça concerne tout un panel de professions qui n'a pas pu finalement contribuer aux cotisations retraite de base avant le 1er janvier 2018. Il n'y avait pas d'affiliation obligatoire. Donc ça concerne les ostéopathes, par exemple, les chiropracteurs, les naturopathes, les hypnotiseurs, acupuncteurs, sophrologues, etc. Mais la liste, elle n'est pas exhaustive et la liste des professions, elle sera apparaître dans un décret qui tombera d'ici peu. Il n'y a pas de limite, chose importante, il n'y a pas de limite à la déduction, donc toutes les sommes seront déductibles du revenu professionnel dans leur intégralité. Donc c'est une mesure ça plutôt sympathique, mais ce qui est relativement logique puisque les cotisations retraite de base qui auraient pu être payées avant, elles auraient de toute façon été déductibles également. Pour ce point. Ensuite, on a donc une mesure qui concerne tous les délais d'option pour un régime réel d'imposition ou de renonciation à l'inverse. Donc dès lors qu'une entreprise est soumise au régime du micro-BIC, donc par exemple, jusqu'à présent, la date limite en fait pour exercer une option pour passer au réel, c'était le 1er février. Alors il y a plein de cas de figure, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, avant le 1er février, soit de l'année en cours, quand c'était une création d'entreprise, tout ça, ça passe maintenant au mois de mai, au mois de juin, au moment de la déclaration des revenus finalement. Ce qui permet finalement d'avoir le montant du chiffre d'affaires, de se positionner quand on fait la déclaration de revenus. Le mois de février, c'était certainement un peu tôt pour se positionner pour l'année future. Et de la même manière, pour la renonciation à l'option, donc les gens qui sont au réel et qui peuvent bénéficier du régime micro, qui souhaitent revenir en arrière, enfin choisir de repasser au régime micro, ils pourront le faire donc avant le 31 mai, enfin en tout cas la date de dépôt de la déclaration de résultat, la 2031, puisqu'on est au réel sur l'année précédente, donc au mois de mai N+1, alors qu'avant l'option était à faire avant le 1er février N+1. Voilà, donc ça permet d'aligner, c'est de la logique, mais c'était effectivement pas le cas jusqu'à présent.
Pour les BNC, de la même manière, donc on avait possibilité. Alors là, c'était différent, c'était déjà en vigueur, c'est-à-dire qu'on pouvait basculer du micro au réel, donc jusqu'au mois de mai N+1, au moment de la date de souscription en fait de la 2035. Et par contre, pour la renonciation, donc c'est pareil, c'était l'option était à faire avant le 1er février 2021, et donc ils ont remis la date à la date de souscription de la 2035 pour la renonciation. Et puis pour les BA, même chose, je vais passer, c'est un peu redondant, mais là où on avait une date qui était un petit peu antérieure avant, ça a été repoussé de quelques mois. On a un allongement du statut de la jeune entreprise innovante, qui était possible, on pouvait en bénéficier dans les 7 premières années de la création de l'entreprise. Désormais, ce sera 10 ans, c'était un petit peu allongé, sachant que le bénéfice de ce statut-là, c'est une exonération d'impôt sur les bénéfices au titre de la première année à 100%, et puis 50% au titre de la deuxième année. Sachant que pour être jeune entreprise innovante, il faut engager 15% au moins de ses dépenses dans la recherche et développement. Et puis il y a des notions de détention de capital à respecter. Mais voilà, en tout cas, c'est surtout cette partie de durée là qui est allongée. Donc ça peut bénéficier à un petit peu plus d'entreprises. Ensuite, au niveau des crédits d'impôt, alors il y a pas mal de choses au niveau des crédits d'impôt entreprises. On a la création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc, dès lors qu'on aura signature entre une entreprise et une université, en tout cas un organisme défini, donc entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, avec évidemment des conditions sur la nature des travaux de recherche, etc. Il faudra qu'ils soient localisés dans l'Union européenne. On pourra bénéficier donc d'un crédit d'impôt de 40% donc des dépenses, minorées éventuellement des subventions qu'on aura perçues des aides publiques. Et ce taux, il peut passer à 50%, il sera de 50%, on va dire, pour les PME. Donc PME, c'est moins de 250 salariés, donc ça concernera la plupart des entreprises, des petites entreprises. Voilà, évidemment, quand les sommes elles sont retenues pour le calcul de ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, elles ne pourront pas donner lieu parallèlement à l'application du crédit d'impôt recherche, sinon ça ferait double. Voilà. Sachant que le crédit d'impôt recherche, le taux il est de 30%, donc s'il y a à choisir, il vaut mieux partir effectivement sur ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Au niveau donc du crédit d'impôt innovation, donc les entreprises qui mettent en place des prototypes ou des choses comme ça, on n'est pas dans la recherche fondamentale comme le crédit d'impôt recherche. Il y a une prorogation donc jusqu'au 31 décembre 2024 de ce crédit d'impôt. Sachant que pour le calcul, on avait possibilité de déduire un montant forfaitaire au niveau des autres dépenses de fonctionnement. Ça, on n'a plus. Et par contre, le taux, il évolue de 20 à 30%, donc ça, c'est plutôt favorable. Ensuite, on a une modification du crédit d'impôt formation donc pour les dirigeants d'entreprise. Vous savez qu'il y a très peu de prise en charge des frais de formation pour le dirigeant. Et là, pour les petites entreprises, donc celles qui font ce qu'on appelle micro-entreprise, mais celles qui font moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires ou le total bilan est inférieur à 2 millions d'euros, en fait, ils vont avoir possibilité de doubler le crédit d'impôt, qui était en fait jusqu'à présent plafonné à peu près à 400 €. C'était maximum pour un chef d'entreprise 40 heures multiplié par le taux horaire du SMIC. Donc le calcul sera le même, sauf que le résultat sera multiplié par 2 pour les chefs d'entreprise de ces petites entreprises. Voilà. Et ça sera en vigueur à partir là du 1er janvier 2022. C'est pas rétroactif pour les formations éventuellement suivies au cours de l'année 2021. On a ensuite deux crédits d'impôt qui concernent plus la partie agriculture, mais donc les agriculteurs qui en fait se faisaient remplacer pour finalement pouvoir partir en congé, dès lors qu'ils ont un cheptel, etc. Forcément compliqué de maintenir l'activité et de partir en congé en même temps. Donc il y a possibilité d'avoir ce crédit d'impôt. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Et le taux, il est porté de 50% à 60% à compter des dépenses engagées à partir du 1er janvier 2022. Donc, c'est assez spécifique, cette activité d'agriculteur, mais ça existe. Et puis ensuite, on a un crédit d'impôt pour l'agriculture biologique. Dès lors que l'entreprise génère plus de 40% de ses recettes en chiffre d'affaires biologique,
Le montant du crédit d'impôt, il est forfaitaire, il passe de 3 500 à 4 500, donc c'est rehaussé un petit peu pour favoriser ça, et c'est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Hein, donc voilà, bon, puis après, on a un montant cumulé de ces crédits d'impôt et aides européennes pour la production biologique qui est limité à globalement 5 000 euros au lieu de 4 000. C'est normal, ça a remonté de 1 000 euros puisque le montant du crédit, là, était rehaussé de 1 000 euros. Et puis après, je passe la parole à David qui va rentrer dans le détail sur 2-3 dispositifs qui peuvent être intéressants concernant donc la cession d'entreprise et les exonérations de plus-value. Donc là, ce sont des dispositifs qui étaient déjà en application et en place depuis quelques années. Et la loi vient préciser, élargir ou simplifier ou augmenter. Donc là, en l'occurrence, concernant le premier point, lorsqu'il y a une cession d'entreprise dans le cadre d'une location-gérance, si la cession était faite au profit d'un tiers, on ne pouvait pas bénéficier de ce dispositif de cession d'entreprise. Donc désormais, la loi autorise l'exonération lorsque la cession est faite au profit d'un tiers, alors qu'avant, c'était uniquement au profit du locataire gérant. Donc là, c'est terminé. On a un dispositif qui est élargi. Le deuxième point qu'on rencontre beaucoup plus fréquemment, qui est l'augmentation des plafonds concernant la cession d'une branche complète d'activité. Donc l'article 238 quindecies permet d'obtenir une exonération en fonction du montant de la cession. Et cette exonération était totale ou partielle en fonction d'un montant. Et ce montant a été augmenté. Il est passé de 300 000 à 500 000. Donc aujourd'hui, à partir du 1er janvier de cette année, lorsque vous cédez une branche complète d'activité, si la cession est inférieure à 500 000 euros, vous êtes totalement exonéré, alors qu'avant, le plafond était de 300 000. Et de la même manière, puisqu'ils ont augmenté le plafond, l'exonération partielle, qui était valable avant entre 300 000 et 500 000, cette exonération partielle sera possible entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc là, on a une mesure extrêmement favorable dans le cadre des cessions de branches complètes, puisque jusqu'à 500 000 euros, désormais, il n'y aura plus d'imposition, et une exonération partielle jusqu'à un montant de 1 million d'euros. Alors, dans la même logique, l'abattement fixe pour les dirigeants qui partent en retraite, c'est un abattement fixe de 500 000 euros. Donc, première mesure, ça vise à proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2024. Et deuxième mesure, le délai qui était jusque-là de 24 mois avant ou après la date de cession, ce délai est allongé d'1 an pour céder les titres. Donc cette mesure, en revanche, elle vise vraiment un laps de temps très court sur les personnes qui font valoir leurs droits à la retraite. On parle des chefs d'entreprise qui font valoir leurs droits à la retraite du 1er janvier 2019, donc c'est déjà le cas pour des personnes qui sont en retraite, jusqu'au 31/12/2021. Donc en clair, celles qui partiront à la retraite en 2022 ne pourront pas utiliser ce dispositif. En revanche, si vous êtes parti entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, eh bien vous avez un délai de 3 ans qui court à partir soit de la cessation d'activité ou du départ en retraite. Donc il y a un allongement de cette durée, probablement pour prendre en compte les effets du Covid et la difficulté justement à céder les entreprises et qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les personnes qui sont parties à la retraite pendant cette période-là par rapport à les gens qui sont partis avant ou qui partiront un peu plus tard lorsqu'on sera revenu dans un contexte, on va dire, de fonctionnement normal. Alors là aussi, c'est une mesure en fait d'extension. Le report d'imposition pour les restructurations de sociétés agricoles, en fait, c'est un régime qui existait déjà et qu'on rencontrait dans les sociétés civiles professionnelles. Donc désormais, si vous avez une activité agricole, vous pouvez bénéficier d'un report d'imposition pour des plus-values d'apport des personnes physiques qui sont associées dans ces structures et dans le cadre de sociétés agricoles. Donc là, en fait, c'est une mesure qui vise à étendre à tout, quelle que soit l'activité, notamment l'activité agricole, qui jusque-là ne bénéficiait pas de ce dispositif. Alors, grosse nouveauté, alors qu'on va évoquer, mais qui n'est pas encore forcément totalement applicable, puisqu'elle va dépendre d'un projet de loi qui est en cours d'adoption. En fait, il y a une évolution pour les entrepreneurs individuels qui, jusque-là, lorsque vous étiez entrepreneur individuel, vous étiez pas du tout assujetti, ou en tout cas, vous n'aviez pas la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés, parce que par définition, l'impôt sur les sociétés visait les sociétés. Bon, depuis un certain nombre d'années, on avait déjà eu une brèche avec le IRL qui permettait d'opter à l'impôt sur les sociétés. Et bien, désormais, la loi va permettre à un entrepreneur individuel d'opter pour être assimilé à une IRL et donc d'opter en fait à l'impôt sur les sociétés. Alors,
L'option, elle sera possible pour tout ce qui va être BIC. Elle ne sera pas encore possible si vous êtes en micro BNC, en micro BA ou en spécial BNC. En clair, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles seront exclus de ce dispositif, mais tout ce qui va être bénéfices industriels et commerciaux pourront opter en fait à l'impôt sur les sociétés. Et on pourra également, si finalement on trouve que le régime n'est pas satisfaisant, renoncer à l'intérieur des 5 exercices, ce qui feront suite à cette option. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits qui seraient distribués à l'entrepreneur individuel seront quand même assujettis à cotisation sociale si ça dépasse 10% du bénéfice net de l'entrepreneur sur l'exercice N-1. Donc, il y aura une mécanique un peu nouvelle avec laquelle il faudra se familiariser. Et il y a un projet de loi qui est en cours d'adoption puisqu'il y a une réforme importante qui va intervenir en fait sur le statut de l'entrepreneur individuel et qui permettra à l'entrepreneur individuel d'avoir par la loi un statut équivalent par exemple à celui d'une EIRL. Donc on va avoir une uniformisation et donc à ce titre-là, ceux qui aujourd'hui sont en EIRL et qui bénéficient d'impôt société, il y aura une divergence de traitement et donc on va autoriser les entrepreneurs individuels à opter à l'impôt sur les sociétés. Donc à suivre de très près, mais c'est une évolution vraiment significative pour les entrepreneurs individuels qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure pour les crédits d'impôt, en fait, en matière d'impôt société, on va avoir des reconductions de régimes de faveur qui vont être reportées jusqu'au 31/12/2023. Donc, ça va être les ZRU, les ZRR, les ZFU, les bassins d'emploi à redynamiser, les bassins urbains à dynamiser et les zones de développement prioritaires. Donc, autant d'acronymes qui vont être toujours en vigueur pour les années à venir jusqu'au 31/12/2023. Alors en matière de TVA, il y a quelques évolutions, des évolutions qui sont là aussi techniques, notamment sur les déclarations d'échange de biens. On avait à la fois un aspect statistique et un volet fiscal, les douanes et les impôts. Et donc là, on va distinguer et dissocier le volet fiscal et le volet statistique. Et donc désormais, les entreprises n'auront plus que le volet fiscal à gérer, au travers d'un État qui va reprendre les informations, notamment le numéro de TVA des acquéreurs et les montants des opérations réalisées. Donc là, ça vise plutôt à simplifier le régime déclaratif en matière d'échange de biens. Autre évolution concernant la TVA qui résulte là aussi d'une jurisprudence qui a été prise en compte par la loi. Donc ça concerne la TVA sur les acomptes portant sur des livraisons de biens. Jusque-là, le fait générateur, c'était pas l'encaissement, mais la livraison du bien. Et donc, quand il y avait les acomptes, il n'y avait pas d'un côté celui qui encaissait, qui collectait la TVA, et celui qui décaissait la déduction de la TVA sur l'acompte. Eh bien, désormais, à compter du 1er janvier 2023, lorsqu'il y aura des acomptes sur ce type de livraison de biens, les acomptes permettront pour celui qui paye de déduire la TVA et pour celui qui collecte de reverser la TVA sur la somme encaissée. Autre point d'évolution qui va concerner l'application du taux réduit en matière de TVA sur 2 secteurs, le secteur agroalimentaire et le secteur de la santé. Et en fait, on va avoir l'application du taux de TVA 5,5 pour tous les produits qui sont destinés à l'alimentation humaine. Et en revanche, on aura le taux de 10% qui visera les produits à destination de l'alimentation animale et pour les produits destinés à être utilisés dans la production agricole. Donc il y a une dissociation entre finalement qui est l'utilisateur final, est-ce que c'est l'alimentation humaine ou l'alimentation animale. Dans le secteur de la santé, on aura également l'application d'un taux à 5,5 pour tout ce qui touche les appareillages, matériel, équipement pour les handicapés, et puis l'application d'un taux à 2,1 pour les produits sanguins d'origine humaine qui ne sont pas à usage thérapeutique direct. Enfin, dernier point sur le secteur de la santé, la prorogation du taux réduit de 5,5% pour tous les produits qui sont adaptés à la lutte contre le Covid, que ce soit les masques, tenues de protection, gel hydroalcoolique. Alors, toujours sur la TVA, cette fois-ci sur la TVA à l'importation, désormais à compter du 1er janvier de cette année, lorsqu'il y a des prestations, de l'importation, il y aura donc l'autoliquidation de la TVA sur les importations, sur les déclarations de TVA, et en principe, les montants seront pré-remplis à partir des déclarations douanières.
Donc en réalité, on devrait bénéficier de l'information en direct. Donc il y aura peut-être des couacs sur les premiers mois de mise en route de ce dispositif, mais désormais l'autoliquidation sur tout ce qui touche les importations sera la règle à partir du 1er janvier 2022. Et je te repasse la parole pour le petit focus sur la facture électronique. Voilà, donc on a fait le tour effectivement sur les mesures phares, on va dire, fiscales pour les particuliers et puis pour les entreprises. Donc s'il y a des questions, pas hésiter, et puis on pourra y revenir à la fin, n'hésitez pas. Et on a voulu faire donc un focus sur la facture électronique, parce qu'il y a un petit volet dans la loi de finances qui concerne la facture électronique, donc on a voulu rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est la facture électronique, pour que ce soit à peu près clair dans l'esprit de chacun. Donc la loi de finances 2022, elle a ratifié donc l'ordonnance sur la facturation électronique. Elle a décalé en fait le délai d'application d'un an finalement. Donc les délais de mise en place, ils sont donc au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. Alors grandes entreprises, c'est les entreprises de plus de 5000 salariés, hein, pour faire simple. À partir du 1er juillet 2025 pour les entreprises qui ont un effectif entre 250 et 5000. Et puis pour les plus petites entreprises, les PME, cette mise en place de la facture électronique, elle sera obligatoire à partir du 1er juillet 2026, donc là où finalement c'était prévu au 1er juillet 2025 initialement. Cette facture électronique, elle concerne toutes les opérations donc B2B, donc entreprise vers une entreprise. Évidemment que si le client final c'est un particulier, il n'y a pas de facture électronique à lui transmettre, à émettre. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit schéma, mais la mise en place, la mise en œuvre, en fait, elle concerne l'émission des factures électroniques. Hein, c'est-à-dire que les petites entreprises seront obligées d'émettre des factures électroniques à partir du 1er juillet 2026, mais toutes les entreprises, à partir du 1er juillet 2024, devront être en capacité de réceptionner des factures électroniques. Bon, plus simple de réceptionner que d'émettre, mais pour autant, voilà, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Il suffit pas de dire, bah, moi je fais mes factures, je transforme mes factures Excel en PDF, je les envoie par mail et c'est une facture électronique. Non, une facture électronique, donc c'est effectivement un document électronique qui est scellé électroniquement, c'est-à-dire qui est plus modifiable et qui va permettre en fait de retrouver en off derrière tout un ensemble d'informations bien définies, donc liées directement à ce document. Donc il y a deux formats possibles. Soit la facture, elle est en mode EDI, hein, donc elle est directement paramétrée pour faire de l'échange de données informatisées, ou alors c'est un format un peu hybride, et on va parler de type facture X, c'est une facture qui va être cryptée, avec l'ensemble des données présentes sur la facture. Donc là, on voit pas bien les deux photos, mais enfin c'est la liste en fait des éléments qu'on va retrouver sur une facture électronique. Donc il y a des normes à respecter. La facture électronique, en fait, c'est une enveloppe, hein, c'est une enveloppe, on va dire, de type PDF, évidemment, donc qui est lisible et compréhensible, pas par une machine, mais par un opérateur humain. Donc, il faut quand même qu'elle ressemble à une facture, hein, à la lecture, qu'elle soit signée électroniquement. Par contre, derrière, du coup, il y a un schéma, alors XML, hein, on va dire, c'est de l'Excel, enfin, c'est une extraction possible, contenant, en fait, sous forme structurée, l'ensemble des données de la facture. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et c'est ce qui n'existe pas, et c'est ce qu'il faudra mettre en place rapidement. Donc voilà, les informations qui vont être véhiculées au travers d'une facture électronique, on a listé les éléments. Donc c'est une date d'échéance, c'est une date de livraison, le régime de TVA, la référence de l'acheteur, le numéro du bon de livraison, le numéro de contrat, etc., l'identifiant du comptable acheteur, le numéro, la date de facture associée. Tous les éléments concernant le fournisseur seront listés et attachés à la facture. Idem pour l'acheteur avec un identifiant, une adresse électronique, un numéro de TVA intracom. Le tiers bénéficiaire, donc le client, donc le nom, le représentant fiscal s'il est situé effectivement à l'étranger. Et puis après, toutes les informations concernant le paiement. Le mode, le RIB, le tiers bénéficiaire, la référence du paiement. Et puis toutes les charges qui seront en pied de facture, donc le montant prépayé, les acomptes, tout ça, ça sera en fait bien défini et repris dans les éléments qui seront donc liés à la facture. Et puis évidemment tout le détail
qui concernera la TVA, la base, le taux avec des codes, le montant, etc. Il existe, les éditeurs de factures, je pense, feront le nécessaire et se mettront dans le moule. Il existe des solutions en interne, au niveau du cabinet Michel Creusot, cabinet Martin. Nous pouvons vous mettre à disposition le logiciel Mon expert en gestion d'RCA, qui permet de générer des factures X. Donc, si jamais vous voulez, aujourd'hui, vous faites facture à la main sur Word, sur Excel, ou vous n'avez pas de logiciel, sollicitez-nous, demandez à votre collaborateur, à votre expert comptable, de vous mettre en place cette solution-là. Comme ça, vous serez tout de suite dans une configuration pour faire des factures conformes le moment venu. Ça va venir vite et autant s'y préparer au plus tôt. Voilà. Et puis après, donc David vous a gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous donner les dernières informations concernant donc l'actualité des contrôles fiscaux. Alors avant de faire l'actualité des contrôles fiscaux, du contrôle fiscal et son évolution qui est absolument palpitant, il y a une question qui est posée concernant la TVA à l'importation et la notion d'autoliquidation. Est-ce que ça s'applique aux achats de publicité sur les Pays-Bas, Belgique et Angleterre concernant des guides papier et Internet? Alors là, comme ça, spontanément, je ne suis pas absolument affirmatif sur la réponse. On va le noter parce qu'il y a à la fois du guide papier et il y a de l'Internet. Donc il y a, on est plutôt sur la prestation de service. Il y a les deux, puisqu'il y a du guide papier. Donc sur ce point bien précis, on va revenir vers la personne qui nous a posé la question pour pouvoir répondre. Donc ça, c'est noté. On va revenir vers vous sur ce point. Alors, concernant le contrôle fiscal, que des choses passionnantes. Donc, le premier point qui est de lutter contre l'évasion fiscale internationale. Alors là, ça ne doit pas concerner beaucoup de monde là qui nous écoute. Il s'agit en fait de la participation dans une entité juridique qui est implantée dans un État à fiscalité privilégiée. Alors, un État à fiscalité privilégiée, les îles Vierges, les îles Caïmans, enfin bref, tous ces États où on n'est pas très sûr que la fiscalité est correctement appliquée comme on peut l'avoir dans notre pays. Donc là, il y a une nouvelle présomption qui rentre en application à compter du 1er janvier 2022. À partir du moment où une personne physique détiendrait 10% au moins d'une telle entité, eh bien, si elle perçoit des bénéfices de cette entité, ils seront réputés constituer un revenu des capitaux mobiliers et donc taxés dans sa fiscalité en France. Ça vaut également tout ce qui concerne les trusts. Donc voilà, c'est des choses, des montages un peu complexes où on est présumé faire de l'évasion et peut-être se retrouver dans un cas de fraude d'un point de vue de la fiscalité et des règles françaises. Alors, contrôle fiscal et sanctions. On va vraiment laisser le truc le plus sympathique. Si vous vous opposez à une visite des services fiscaux à votre domicile ou au domicile professionnel, eh bien, sachez que l'amende qui était de 10 000 € est portée à 50 000 € si le contrôle est réalisé dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude. Donc, il faut quand même déjà être bien dans le viseur des impôts. Mais si on s'y oppose, ça coûte un peu plus cher en matière d'amende. Et de la même manière, l'amende est portée de 1 500 € à 10 000 € lorsque l'infraction est commise dans les locaux occupés par un tiers. Le deuxième point, sur le défaut de facturation, là c'est également en fait une modification qui est liée à une mesure qui a été retoquée en fait par le Conseil constitutionnel, qui a trouvé que ça tapait un peu fort, et donc ils ont l'État dans la loi de finances a modifié et a limité le plafond des sanctions. Donc notamment sur la partie défaut de facturation, lorsqu'on ne délivre pas une facture ou une note prévue par exemple pour les travaux immobiliers, et qu'on ne comptabilise pas la transaction, jusque-là, on pouvait avoir une amende qui était de 50% de la transaction. Donc, le taux ne change pas. En revanche, on plafonne le montant de l'amende à 375 000 € par exercice. Ça fait déjà un joli plafond, mais avant, en fait, il n'y en avait pas. Donc, ça veut dire que ça pouvait s'envoler encore plus. Là, ce sera plafonné à 375 000 et le Conseil constitutionnel avait trouvé que c'était disproportionné entre le montant de la sanction et le montant donc de l'infraction constatée. Et de la même manière, on a une sanction au taux réduit de 5% qui est maintenue lorsque la transaction a été comptabilisée, mais en revanche, on a un plafond de 37 500 par exercice, alors qu'avant, il n'y avait pas de plafond.
Alors, maintenant, l'administration a étendu sa capacité à obtenir des informations auprès de tiers et notamment auprès des opérateurs de communication. Donc, c'est encadré, c'est limité à des infractions qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour fraude fiscale, mais il n'empêche que c'est un droit supplémentaire qui est accordé à l'administration pour aller chercher l'information en dehors, à côté du contribuable, pour conforter sa position en matière de lutte et donc de poursuite pénale pour fraude fiscale. Il y a également un droit de communication à l'égard des greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers peuvent transmettre à l'administration fiscale des renseignements ou des documents recueillis à l'occasion de l'exercice de leur mission. Et ces documents leurs missions, sont de nature à faire présumer, les documents sont de nature à faire présumer une fraude fiscale. Donc, dans les documents qu'on fait passer au greffe, si eux estiment que ça pourrait laisser penser qu'il y a une fraude, alors ils peuvent communiquer cette information aux services fiscaux. Et donc là aussi, ça permet aux services fiscaux d'avoir une information complémentaire et pourquoi pas d'orienter un contrôle. Donc là, on voit que la communication, elle est beaucoup plus large, elle s'élargit depuis un certain nombre d'années et la lutte contre les délits fiscaux s'est amplifiée et c'est assez régulièrement qu'on entend d'ailleurs des chiffres qui sont communiqués sur les sommes qui sont récupérées par l'État au titre de la lutte contre les délits fiscaux. Alors avec cette bonne nouvelle sur l'extension du droit de communication, on a finalement balayé l'ensemble des dispositions sur la loi de finances 2022. Ce qu'on peut dire en conclusion de cette loi de finances, c'est que elle est extrêmement technique, elle est finalement à destination des personnes qui au quotidien travaillent sur ces sujets fiscaux. Il n'y a pas d'innovation extrêmement importante. En fait, c'est soit la prise en compte de jurisprudence, comme on a pu le voir, soit le Conseil d'État, soit la prise en compte de remarques émises par le Conseil constitutionnel. On a aussi des ajustements par rapport à des règles européennes. Et donc, l'objectif finalement de cette loi, entre l'adaptation, la prise en compte de la jurisprudence, c'est à la fois de simplifier, d'améliorer certains dispositifs, de les rendre plus performants, mais il n'y a pas de nouvelles mesures ou de nouvelles règles qui vont bouleverser l'exercice au quotidien. Et on va clore en fait une période de 5 ans et on aura probablement une loi de finances en 2023 qui fera apparaître un nouveau cycle, puisqu'on va repartir sur un cycle de 5 ans. Et donc à ce moment-là, on aura probablement de nouvelles mesures un peu plus copieuses et qui orienteront différemment les différents montages que l'on peut avoir et les conséquences de ces montages sur l'activité professionnelle, la fiscalité personnelle. Voilà. Donc une loi de finances de transition et qui permet simplement de toiletter les textes existants, de proroger certains dispositifs et d'améliorer l'efficacité des dispositifs qui ont déjà été mis en vigueur. Donc voilà pour la loi de finances 2022. On va passer éventuellement à un moment d'échange, c'est-à-dire que si vous souhaitez compléter l'intervention et poser des questions, on va se laisser quelques secondes, quelques minutes pour répondre à vos questions. Et puis, Je voudrais juste revenir là, sur la question qui nous a été posée sur la TVA à l'importation. On parle d'importation, on parle d'achat hors Union européenne. Et en fait, donc là, dans ce que vous nous écrivez, les achats sont faits aux Pays-Bas, Belgique et puis Angleterre, donc on est dans l'Union européenne. Donc en fait, rien ne change. Vous avez l'autoliquidation sur ces achats-là. L'importation, c'est vraiment les achats extérieurs à l'UE. Donc normalement, on va voir sur l'Angleterre. Alors voilà, avec le Brexit et peut-être l'Angleterre, mais sinon, pour le moment, rien ne change à ce niveau-là. Je pense que voilà. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres points que vous souhaitiez, sur lesquels vous souhaitiez qu'on revienne. J'espère que ça a été assez clair. En plus, on est pile poil dans le timing, ça fait 1 heure. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, de toute manière, vous avez la possibilité, en dehors du live, de revenir vers vos interlocuteurs habituels chez Michel Creusot et Cabinet Martin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux pour des questions qui viendraient à naître. Le support, en principe, sera mis à disposition. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir le support en format numérique pour justement le relire au coin de la cheminée si vous en avez l'opportunité et l'envie, poser les questions qui découleront de ces différents sujets. Alors, écoutez, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.